Le grand débat, l'arène de la contradiction utile sur Cap FM, tous les jeudis 18h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Le Grand Débat, le 331e numéro. Nous sommes le jeudi 18 septembre 2025. Je rappelle que c'est la dernière émission que je ferai avec vous dans ce mois de septembre, en attendant de nous retrouver en novembre. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Le thème est le suivant: que comprendre des responsabilités sociétales des entreprises en lien avec les textes de loi en faveur des personnes en situation de handicap au Bénin. L'invité n'est pas encore là. Il a pour nom Lukman Lanian, expert responsabilité sociétale des entreprises et enseignant, président fondateur de l'association Société Inclusive. J'ai sous mes yeux, sous mon regard, la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. À la technique, Samson Adjaba. Il a à ce côté Jacques, je vais rappeler son nom tout à l'heure. Il est stagiaire, il est féru des débats radiophoniques. Jacques Akani, voilà, c'est arrivé. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 avril 2017 la Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 17-106 du 18 mai 2017, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Chapitre 1er des dispositions générales, section 1, des définitions, article 1er. Au thème de la présente loi, on entend par aménagement raisonnable toute modification ou tout ajustement nécessaire et approprié n'imposant pas une charge disproportionnée ou indue à porter en fonction des besoins dans une situation donnée pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres de tous les droits de l'homme, l'homme grand H, et de toutes les libertés fondamentales. Déficience, toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique ou physiologique ou encore anatomique. Déni d'aménagement raisonnable, tout refus d'opérer les modifications ou ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charges disproportionnées ou indues à porter en fonction des besoins dans une situation donnée pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Discrimination fondée sur le handicap, tout acte d'exclusion, de distinction, de restriction pouvant causer une réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées, y compris le déni d'aménagement raisonnable. Dispositions réglementaires ou comportements discriminatoires, tout acte réglementaire ou tout agissement qui a pour conséquence l'exclusion, la réduction des chances ou compromet la jouissance de tous les droits de l'homme par les personnes handicapées. Égalité, non-discrimination, égalité de tous devant la loi et droit de tous sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi. Le handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicapé ou d'un trouble de santé invalidante. Handicap auditif, handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à entendre même avec une prothèse auditive. Handicap intellectuel, handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à communiquer, à apprendre, à comprendre et à se faire comprendre par les autres. Handicap mental ou handicap psychosocial ou handicap psychique, handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à se souvenir ou à se concentrer ou à vivre dans la réalité. Handicap moteur, handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à marcher ou à monter des marches, à se laver ou à s'habiller soi-même.
Handicap visuel, handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à voir même avec des lunettes. Incapacité, toute réduction temporaire, partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d'une façon dans les limites considérées comme normales pour un être humain. Infirmité, situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non, se retrouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux. Infirmité motrice cérébrale, état de la personne qui présente un ensemble de mouvements anormaux, une mauvaise coordination des mouvements volontaires due à une lésion cérébrale ou à une anomalie de développement acquise pendant la période prénatale, néonatale ou dans la toute première enfance. Toujours des éléments définitionnels relatifs à la situation de personnes handicapées. Invalidité, état d'une personne dont la capacité de travail en raison des défauts physiques ou mentaux est réduite d'une manière permanente et s'évaluant en pourcentage. Personne handicapée, toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Personnes polyhandicapées, toute personne présentant une déficience grave, à expression multiple entraînant plusieurs incapacités ayant un grand besoin de soutien. Personne handicapée a grand besoin de soutien, personne qui, en complément aux incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables que lui imposent ces déficiences et les barrières sociales, reste très, voire entièrement dépendante d'un tierce pour l'accomplissement des activités de vie quotidienne. La prévention, toute action visant à empêcher la survenue des déficiences motrices, sensorielles, mentales ou réduire la limitation fonctionnelle. Réadaptation à base communautaire, stratégie qui s'inscrit dans le cadre du développement communautaire pour la réadaptation, l'égalisation des chances et l'intégration sociale de toutes les personnes handicapées. Trouble de la communication verbale et écrite, handicap qui se traduit par des difficultés, une incapacité à communiquer par la parole et par l'écrit. La section 2 de la présente loi, disons l'objet. La présente loi a pour objet de prévenir le handicap, de protéger, de promouvoir et d'assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées, afin de garantir le respect de leur dignité intrinsèque et leur pleine participation à la vie sociale. La section 3 du champ d'application de la présente loi, article 3, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes ayant les handicaps ci-après. Handicap auditif, handicap intellectuel, handicap mental ou handicap psychosocial ou handicap psychique, handicap moteur, handicap visuel, handicap sensoriel, infirmité motrice, cérébrale, trouble de la communication verbale et écrite. La section 4 parle des principes. Article 4, la présente loi a pour fondement les principes ci-après: le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes, la non-discrimination, la participation, l'intégration pleine et effective à la vie sociale, le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de l'espèce humaine et de l'humanité, l'égalité des chances, l'égalité d'accès, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé, le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Chapitre 2 de la prévention du handicap, l'article 5. La politique nationale sanitaire intègre la prévention du handicap, le dépistage précoce et la prise en charge des personnes handicapées, quel que soit leur âge, par des actions en matière de vaccination, de nutrition, de consultation, de réadaptation et de traitement. Article 6. Sont considérés comme mesures de prévention la prévention médicale, la prévention sociale. Section 1 de la prévention médicale. Article 7. La prévention médicale comprend les mesures de lutte contre les maladies endémiques, les visites médicales prénuptiales, prénatales et postnatales,
les visites médicales dans les établissements scolaires et universitaires, les visites médicales en milieu professionnel. Article 8. L'État et les collectivités territoriales décentralisées garantissent l'accès à la vaccination et prennent toutes les mesures d'éducation sanitaire et d'hygiène publique pour éviter la survenue du handicap. Les futurs conjoints, article 9, les futurs conjoints effectuent des visites médicales prénuptiales. Les parents se soumettent à la vaccination et aux visites prénuptiales, prénatales et postnatales au profit de leurs enfants. Article 10. Lors des visites prénuptiales, prénatales et postnatales, le personnel médical effectue le dépistage systématique de la déficience et informe les intéressés des résultats et de l'action médicale à entreprendre le cas échéant. Si l'intervention du service social s'avère nécessaire, il les y réfère. Article 11. La famille, les écoles, les formations sanitaires, les structures publiques ou privées qui décèlent une déficience ou en informent le service social le plus proche pour l'organisation de la prise en charge. Article 12. Des examens médicaux systématiques des élèves, des étudiants et des travailleurs se font chaque année en vue de dépister tout handicap. Section 2 de la prévention sociale. Article 13. La prévention sociale comprend les mesures de sûreté ayant pour objet d'éviter les accidents dans différents milieux. La prévention des déficiences résultant de la pollution de l'environnement et des conflits armés. Article 14 de la présente loi est stipulé comme suit. L'État et les collectivités territoriales décentralisées organisent les campagnes d'information, d'éducation et de communication en vue de la prévention des maladies invalidantes. Article 15. Les collectivités territoriales décentralisées, les administrations publiques et privées prennent des mesures d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et de vie pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d'aggraver une déficience. Article 16. L'État et les collectivités territoriales décentralisées prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les handicaps résultant des violences domestiques, de la défectuosité des édifices publics, de la pollution de l'environnement, des catastrophes naturelles, de la circulation ferroviaire, routière, aérienne et maritime, des conflits armés, des violences de toute autre nature. Voilà, mesdames et messieurs, la teneur de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, en ce qui concerne les chapitres 1 et 2 jusqu'au 16e article. Pendant que nous parlions de cette loi, nous livrions, si vous préférez, la teneur de cette loi. Il fait son entrée dans ce studio. Lukman Lanian, je l'avais annoncé en entame de cette émission, expert RSE et enseignant, président fondateur de l'association Société Inclusive. Vous êtes le bienvenu, monsieur Lukman Lanian. Merci beaucoup, monsieur Abibou. Alors, rapidement, nous irons directement au sujet, nous entrons dans le vif du sujet. Pouvez-nous présenter rapidement le baromètre responsabilité sociale de l'entreprise Bénin 2025 et nous dire ce qui a motivé sa création? Le baromètre RSE Bénin 2025 est une étude qui vise à évaluer le niveau de maturité des entreprises béninoises en matière de RSE. C'est un baromètre qui a vu le jour parce que aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas encore une étude nationale qui présente la situation de la RSE dans notre pays. Donc c'est pour répondre à cette carence que nous avons lancé cette étude. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi le Bénin comme premier pays pour cette initiative? Le Bénin comme premier pays pour cette initiative, pas parce que je suis béninois, mais aussi parce que il y a aujourd'hui un terreau fertile pour pouvoir déployer une telle initiative au Bénin. Au Bénin, il y a une charte qu'on appelle la charte nationale RSE. Et donc il y a même des travaux en cours pour élaborer une politique nationale RSE. Et que comprendre concrètement par les trois lettres A, RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise?
Je peux vous donner une définition technique, mais comme on est à la radio, je vais donner une définition en français facile. En français facile, il faut retenir par RSE, c'est le fait pour une entreprise de chercher à gagner de l'argent tout en ayant de l'impact sur l'humain, sur la société et sur l'environnement. La définition technique, La définition technique, on en a deux. On a la définition donnée par la norme ISO 26000 en 2010 qui considère pas la RSE, mais plutôt la RSO, responsabilité sociale des organisations, comme étant la contribution volontaire des organisations au développement durable. Et un an plus tard, nous avons la deuxième définition, cette fois-ci de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, donnée par la Commission de l'Union européenne, qui considère tout simplement cette démarche comme une démarche volontaire d'intégration des préoccupations sociales et environnementales dans les activités des entreprises en tenant compte des attentes de leurs parties prenantes. Donc voilà les deux définitions techniques. Merci M. Lukman Nanian. Je rappelle que vous êtes expert, RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Avec ces premières explications, ce premier exposé, on comprend déjà que vous maîtrisez la matière, vous maîtrisez le sujet. Alors, une autre préoccupation, quel enjeu spécifique cela recouvre pour les entreprises béninoises aujourd'hui, M. Nanian? C'est un enjeu important parce que... Ici, c'est au pluriel. Quels enjeux spécifiques? Des enjeux spécifiques, je peux vous citer 3 enjeux. C'est d'abord de connaître où est-ce que l'entreprise se situe dans la maturité RSE. Où est-ce qu'on en est? D'accord, premier point. Parce que c'est en connaissant son état qu'on peut administrer un bon traitement. Premier point. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la RSE devient un sujet qui prend énormément d'importance et de plus en plus d'appels d'offres nationales ou à l'international intègrent ce qu'on appelle des clauses RSE. Donc, les entreprises qui n'ont pas une démarche RSE sont d'office mises à l'écart. Donc, le fait d'avoir une bonne démarche RSE, cela vous permet de gagner de nouveaux parts de marché. D'accord? Et le dernier aspect, c'est l'engagement collaborateur. Parce que travailler sur sa démarche RSE, cela permet de questionner également qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser la qualité de vie au travail, pour améliorer l'engagement de vos salariés, parce qu'une entreprise où les salariés sont engagés, c'est une entreprise qui produit mieux, où il fait beau vivre, où on est un peu plus compétitif que les autres. Et surtout, lorsque nous abordons par exemple les domaines, les dimensions emploi, gouvernance, inclusion, environnement, compétitivité, les enjeux en ce moment spécifiques sont importants. Bien sûr. Les enjeux en termes de l'emploi, de la gouvernance, de l'inclusion, de l'environnement, de la compétitivité. Tout à fait. Si je prends par exemple la compétitivité, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des gains de nouveaux marchés parce qu'il y a des bailleurs qui sont aujourd'hui très sensibles à ces sujets-là. Et donc, si vous n'avez pas une démarche RSE, vous perdez, vous n'êtes pas compétitif, vous perdez ces marchés-là. Très bien. Deuxième, allez-y. Deuxième aspect, c'est sur l'aspect également de l'emploi. Aujourd'hui, on peut avoir un salarié qui est juste salarié, mais avoir un salarié qui est engagé, qui est motivé, cela vous permet d'être encore plus productif, d'être plus compétitif. D'accord. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui, monsieur Lukman Nanian, dans le processus? Le processus, il est engagé depuis juin, il est toujours en cours. Nous sommes à l'étape où les entreprises participent à cette étude, répondent aux questionnaires, conduisent les entretiens avec nous et reçoivent leur rapport diagnostic. Parce qu'il faut dire que dans le cadre de cette étude, chaque entreprise qui participe à l'étude bénéficie d'un rapport diagnostic qui lui présente la situation de son entreprise. D'accord? Donc aujourd'hui, sur une cinquantaine d'entreprises qu'on souhaiterait embarquer, nous sommes déjà une trentaine. Donc on est plutôt ravis. Donc le processus est en cours. Merci pour toutes ces explications-là. Vous avez parlé de la phase de participation d'analyse singulière des entreprises. Pouvez-vous être plus concret, plus explicite? Tout à fait. Alors, quand une entreprise qu'on a invitée à participer et fait le choix de participer, l'entreprise répond d'abord à un questionnaire structuré autour de 70 questions. D'accord? Pour la plupart du temps, des questions sous format QCM. Et puisque c'est sous QCM, ça veut dire quoi? Questions à choix multiples. Très bien. D'accord? Et une fois que l'entreprise a répondu à ce questionnaire, nous programmons l'entretien semi-directif avec le référent RSE de l'entreprise qui nous permet d'aller en détail sur les 5 piliers d'analyse de l'étude que sont
la gouvernance, la stratégie RSE, l'environnement, le social et les droits humains, la chaîne de valeur et achat responsable, mais également la contribution aux ODD. Nous sommes actuellement en septembre, c'est le mois par excellence des ODD. Donc c'est autour de ces 5 piliers d'analyse que nous faisons par la suite l'analyse pour être en mesure de fournir un rapport diagnostic factuel et très analysé aux entreprises qui participent à cette étude. Pour les auditeurs humbles, ODD, Objectif de développement durable. C'est ça. Il y en a principale, oui, c'est ça. Il y en a 17. Qu'on appelle aussi agenda 2030 parce que on a débuté cet agenda en 2015. On s'est donné 15 ans pour atteindre les 17 ODD. Parmi les 17 ODD, nous avons 2 ODD qui sont génériques, c'est-à-dire qui sont globales. Et il y a 15 ODD qui sont sectoriels. Les ODD sectoriels, c'est l'ODD 2 jusqu'à 16 et l'ODD 1 et 17 sont dits génériques. Maintenant, nous allons parler, s'il vous plaît, monsieur Lukman Lanian, de la méthodologie et de la crédibilité de la RSE. Comment ce baromètre a-t-il été conçu ou bien, j'allais dire, construit? Alors, ce baromètre s'adosse sur 5 standards internationaux que sont le GRI, Global Reporting Initiative, la CSRD, la norme ISO 26000 qui est la norme principale au monde en matière de RSO. Et c'est d'ailleurs cette norme qui a défini pour la première fois le terme RSO, le standard ESG 1000 ou encore les ODD. Donc c'est aujourd'hui les 5 standards les plus exigeants en matière de RSE. Mais on ne s'est pas arrêté là parce que moi, bien que je ne vis pas à plein temps ici et que ce soit mon domaine d'expertise, j'ai la chance de maîtriser également les réalités locales. Donc j'ai essayé de faire un effort d'arrimer, d'adapter le référentiel de ce baromètre aux réalités locales de notre pays. Quels standards internationaux ont été retenus? ESRS, GRI, ISO 26000, SG 1000, ODD, et pourquoi cette combinaison? Cette combinaison parce que aujourd'hui c'est un domaine très mouvant. C'est un domaine très très mouvant, la RSE. Lorsqu'on prend par exemple les ODD, nous avons 17 ODD. Lorsqu'on prend la norme ISO 26000, on a les 7 questions, les 7 questions principales ou fondamentales de la norme ISO de la RSE. Donc vraiment pour moi, il était important de faire une combinaison entre ces 5 standards. Et le GRI, c'est le premier référentiel international en matière de reporting extra-financier, donc qui date depuis 1997. Et donc, c'est la réunion de ces 5 standards qui nous ont permis, nous, de concevoir un peu l'outil méthodologique pour pouvoir réaliser cette étude, qui est la première d'ailleurs au Bénin et dans pas mal de pays de la sous-région. Et combien d'entreprises participent déjà et comment les avez-vous mobilisées? Les entreprises qui participent aujourd'hui sont une trentaine, d'accord? Dans KPFM? Pas encore KPFM. Nous, on n'a pas droit? Si, vous avez droit, mais il faut dire que pour cette première édition, on cible une catégorie donnée d'entreprises et à partir de l'année prochaine, nous allons l'élargir à d'autres catégories. Je vous explique pourquoi. Parce que si jamais on fait une étude fourre-tout où il y a plusieurs types d'entreprises, l'analyse sera pas aisée et ça risque d'être biaisé. Donc, on veut aller pas à pas. On l'ouvre d'abord plutôt aux grandes entreprises ou aux entreprises à taille intermédiaire et après on passera aux PME. Donc avec grand plaisir, pourquoi pas à partir de l'année prochaine d'embarquer KPFM sur Centre africain de la pensée positive, sa radio. Qui fait la promotion de la pensée positive. Et maintenant, répondez à ma question. Oui. La question, combien d'entreprises participent déjà et une trentaine, vous avez dit. Alors, quelles sont les perspectives à court terme, les perspectives proches? Les perspectives proches, vraiment, c'est d'amener la gouvernance. Quand on parle de gouvernance dans mon secteur d'activité, c'est le top management, ceux qui prennent les décisions. D'amener la gouvernance à prendre conscience... Les décideurs des entreprises. C'est ça. Prendre conscience du fait que la RSE, ce n'est pas une dépense. Les ressources financières qu'on alloue à la RSE, c'est un investissement. Donc, pour les amener à petit, avoir des lignes budgétaires RSE pour pouvoir
améliorer leur impact à la fois sur l'humain, c'est-à-dire le salarié, sur la société et sur l'environnement. Très bien. Et quelles sont les prochaines étapes après cette phase de diagnostic-là? La prochaine étape, c'est l'étape qui consistera à rédiger le rapport RSE pays, puisque en décembre, on va rendre public un rapport RSE pays pour le Bénin, qui va présenter un peu la photographie des pratiques RSE dans notre pays. Et donc, pour cela, il y a déjà des travaux qui sont en cours. Nous rencontrons un certain nombre de parties prenantes institutionnelles et non institutionnelles, parce qu'on ne voudrait pas uniquement se focaliser sur les entreprises. Donc, on a déjà commencé à rencontrer des fêtières, un certain nombre d'acteurs institutionnels pour pouvoir venir enrichir l'analyse dans le cadre de l'élaboration de ce rapport RSE pays. Monsieur Lukman Nania, vous annoncez une version 1 du rapport national dès mi-novembre 2025. Que pourra-t-on y trouver? On pourra y trouver dans ce rapport notamment la photographie globale. Comment est-ce que la RSE est perçue aujourd'hui par nos entreprises? D'accord, premier point. On pourra y retrouver également le regard que portent les autres parties prenantes, les institutionnels, les pouvoirs publics, d'accord, sur la RSE dans notre pays. On pourra y retrouver également un focus sur le secteur bancaire, parce que aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises du secteur bancaire de notre pays ont participé. Il n'y en a que 4 qui n'ont pas participé. À date, peut-être qu'elles participeront avant fin septembre, parce que à la fin septembre, le questionnaire ne sera plus ouvert, sera plus disponible. Donc, on fera quand même un focus sur le secteur bancaire pour essayer de rendre compte de comment est-ce que nos banques au Bénin appréhendent, travaillent sur la RSE et quel impact cela a. Et bien évidemment, en dernier aspect dans ce rapport, on pourrait retrouver quelques recommandations pour donner des pistes de travail à la fois aux autorités nationales, puisque je l'ai dit tantôt, il y a des travaux en cours en vue de l'élaboration de la charte de la politique nationale RSE du Bénin. Donc voilà un peu ce qu'on pourra y retrouver. Et aussi, s'il vous plaît, un classement des entreprises en fonction des piliers pour mettre aussi en lumière les bonnes pratiques. Parce que toutes les entreprises qui participent, même si leur niveau de maturité n'est pas élevé, ont toujours tout au moins 1 à 5 bonnes pratiques qu'on essaie de mettre en lumière, de mettre en valeur. Les bonnes pratiques, vous faites allusion à quoi? À l'éthique, respect des droits de l'homme? Voilà, c'est déjà les actions singulières importantes que les entreprises mènent déjà aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je dois accompagner une entreprise, de dire on ne part jamais de zéro, parce qu'une entreprise mène déjà un certain nombre d'actions en matière de RSE. Tout ce qui manque aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est de la structuration. Donc, structurer cela, les accompagner à le déployer et, in fine, la redevabilité. Parce que un des points faibles que j'ai pu relever de par mes échanges actuellement, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui rendent compte de ce qu'elles ont fait en matière de RSE. La redevabilité, il y a très peu de rapports de durabilité que les entreprises rédigent. La réduction de comptes. À quoi va ressembler la conférence de restitution de décembre 2025? La conférence de restitution de 2025, il y aura plusieurs tables rondes. Nous allons inviter des experts RSE au plan national, parce qu'on en a, mais également à l'international, qui viendront à Cotonou. Et l'objectif, c'est de faire de Cotonou the place to be, là il faut être en matière de RSE le 19 décembre à Cotonou. Nous allons aborder un autre aspect de notre débat, c'est la dimension économique et la pérennité. Vous précisez que cette première édition est gratuite pour les entreprises. Pourquoi avez-vous fait cette option? Cette option parce que tout d'abord, comme c'est un sujet nouveau, il faut embarquer les entreprises. Et c'est difficile d'embarquer les entreprises lorsque tout de suite vous venez pour leur dire payer pour que je vous apporte mon expertise. Sincèrement, aujourd'hui, c'est un coût énorme, tout ce projet que je mène. J'étais avec un dirigeant d'une entreprise qui me demandait est-ce qu'un tel vous accompagne? Je dis non. Est-ce qu'un tel vous accompagne? Je dis non. Il dit alors, les billets d'avion, les chambres d'hôtel, tout ça, c'est vous? Je dis oui. Parce que tout simplement, je pense que c'est une dynamique, c'est un processus. Parfois, il faut donner pour recevoir.
Et donc, pour moi, je suis dans cette dynamique de donner pour mieux recevoir. Mais aussi, pour répondre à votre question, je suis béninois et j'aime beaucoup utiliser cette allégorie quand je trouve une dame qui vend de l'arachide. La première des questions, on n'achète pas d'un coup. On demande est-ce que moi pour dire est-ce que je peux goûter. Donc pour moi cette première édition c'est pour faire goûter aux entreprises et elles décideront si elles ont de l'eau à la bouche ou pas et si elles veulent poursuivre pour les années à venir. Alors comment envisagez-vous la suite notamment en 2026? La suite en 2026, c'est de continuer cette étude parce que c'est une étude qu'on aimerait annualiser de manière à ce que les premières entreprises qui auraient participé l'année prochaine, les indicateurs, parce qu'il y a des indicateurs, il y a des chiffres, des KPI que nous mettons dans le rapport, ils pourront suivre. Est-ce que le KPI cette année par rapport à l'année prochaine monte ou descend? Donc il y a un suivi d'année en année. Mais mieux, cette année, je porte cette initiative tout seul, mais à partir de l'année prochaine, il y a un Big Four, c'est-à-dire un des 4 grands cabinets mondiaux en matière de conseil et d'audit, qui rejoint cette dynamique et ça va être un projet qu'on porte ensemble pour pouvoir l'étendre aussi à la sous-région. Voilà. Vous parliez tantôt d'une collaboration avec l'un des Big Four. Que va-t-elle apporter au projet, à son extension vers d'autres pays? Elle va apporter d'abord son réseau, parce qu'un Big Four, c'est un cabinet qui a des démembrements un peu partout. Ce qu'elle va apporter, c'est un cabinet mondial. C'est ça, c'est un cabinet mondial. Et ce qu'elle va apporter aussi, c'est d'enrichir la conférence de restitution. Là où moi j'aurais peut-être un peu plus de mal à mobiliser certains aspects pointus des grands noms du sujet au niveau mondial pour les faire venir à Cotonou pour la conférence de restitution, ce grand nom n'aura pas ce mal à le faire. Donc l'idée vraiment, à partir de l'année prochaine aussi, c'est de passer un cap pour faire un clin d'œil au nom de la maison. Donc c'est de passer un cap, d'accord, et de pouvoir mobiliser encore davantage et surtout de l'étendre à la sous-région parce que c'est une initiative, on n'aimerait pas que ça reste uniquement sur le Bénin parce que dans bon nombre d'autres pays de la sous-région, il y a un besoin réel de telles initiatives. Je voulais rappeler aux amis auditeurs que nous sommes dans le grand débat sur KPFM, le 331e numéro. Le thème que j'aborde avec mon invité Lukman Lania, expert RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise et enseignant, président fondateur de l'association Société Inclusive. Que comprendre des responsabilités sociétales des entreprises en lien avec les textes de loi en faveur des personnes handicapées au Bénin? Monsieur Lania, Lukman Lania, j'allais dire, nous allons aborder d'autres aspects, le double aspect intérêt et impact. En quoi le baromètre peut-il contribuer à renforcer la compétitivité, l'attractivité des entreprises béninoises? La compétitivité et l'attractivité, tout d'abord, cela permet une entreprise qui peut monter patte blanche. Hier, j'étais avec une entreprise qui me disait, moi, l'intérêt, le pourquoi j'ai participé à ton baromètre, c'est parce que ça me permettra d'avoir le regard d'un auditeur externe et d'avoir un document que je peux maintenant montrer à des partenaires que voilà, moi, mon niveau de maturité en matière de RSE. Donc, cela permet d'être crédible. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que bon nombre d'entreprises disent on fait de la RSE, mais pour elles font de la RSE dans leur 4 minutes. Mais il n'y a pas un tiers indépendant qui a un regard externe qui vient vous dire réellement où est-ce que vous en êtes. Donc c'est de la crédibilité. Et quand on est crédible, ça ouvre des pans de marché. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, bon nombre d'entreprises aujourd'hui, lorsque elles vont lancent leur appel d'offres, elles intègrent des clauses RSE dedans. Donc une entreprise qui n'est pas en mesure de prouver qu'elle a une démarche RSE, elle va passer à côté, elle ne pourra pas compétir. Donc il y a aussi l'aspect compétitivité à côté de la crédibilité. Donc les deux s'enchaînent, la compétitivité et l'attractivité. Sans se faire évaluer, une entreprise ne peut jamais être compétitive ni attractive. C'est cela. Tout à fait. Je comprends bien la leçon. C'est bien ça. Merci. Alors, quel rôle peut-il jouer pour le développement durable du pays dans son ensemble? C'est d'abord un rôle d'outil de pilotage. Quand on a un tel document, d'accord, je tiens à préciser aussi que si la démarche est en cours
avoir le visa de l'INSTA, du Conseil national de la statistique, pour dire tout simplement que cette méthodologie n'est pas ex nihilo. C'est pas dans nos quatre murs qu'on essaie de produire quelque chose. On a aussi le regard externe de l'autorité compétente pour donner son avis sur le sujet. Donc, un tel rapport permettra déjà d'être un outil de pilotage. Les décideurs sauront un peu où est-ce qu'on en est de la prise en compte de la RSE au Bénin. Je l'ai dit aujourd'hui, je mets au défi quiconque de pouvoir me produire un rapport qui présente la situation de la RSE dans notre pays. Ça n'existe pas. Donc c'est nouveau, c'est novateur. C'est nouveau, c'est novateur, voilà. C'est innovant. C'est ça. Donc ça nous permettra dorénavant, dès l'année prochaine, ce rapport pourrait être une référence en disant, bon ok, comment est-ce que la RSE est fait au Bénin, c'est quoi les défis, c'est quoi les challenges, c'est quoi les bonnes pratiques, et on pourra avoir toutes ces informations. Oui, mais au Bénin, quelles sont les entreprises qui peuvent relever les défis auxquels vous faites allusion, les défis, les challenges auxquels vous faites allusion? Parce que moi, selon moi, il n'y a pas d'entreprise aussi vivante et aussi vivable, aussi performante lorsqu'on parle des entreprises. Est-ce que c'est pas de la triche? Par exemple. Je vous rassure. Vous êtes l'expert, je vous rassure, monsieur. Il ne faut pas avoir la langue de bois. Non, sincèrement, pour ceux qui me pratiquent, certes, pour avoir fait des études. Souvent, on parle des PME, on parle des PMI. Oui. Bon, je veux comprendre. Oui. La langue de bois, c'est pas mon fort. C'est vrai que je suis assez franc en direct, tout en étant diplomatique. D'accord. Les entreprises qui peuvent s'adonner à ça, sincèrement, ce n'est pas pour une forme d'entreprise particulière. À la fois, les grandes entreprises peuvent faire de la RSE, les petites entreprises peuvent faire de la RSE, et il y en a qui font déjà de la RSE. Au Bénin. Et d'ailleurs, sincèrement, le rapport... C'est plus sérieux aujourd'hui, à l'ère de la rupture du nouveau départ. Quelque chose a été fait. Effectivement. Et d'ailleurs, quand je vous parle de la politique nationale en cours d'élaboration, c'est sous l'administration actuelle. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites, qu'il faut saluer. Et beaucoup de choses vont changer en 2026, surtout que nous l'aurions... vous comprenez ce que je dis, c'est un comptable, un expert comptable, bientôt, je crois, hein. Pour ma part, sincèrement, ça va changer beaucoup de choses. Pour être sincère avec vous, je suis très peu l'actualité, autre que l'actualité de mon domaine d'expertise. Pour moi, quand je vois 2026, je vois la deuxième édition du baromètre RSE Bénin 2026. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des autorités béninoises par rapport à cette initiative que vous avez prise? Déjà un soutien institutionnel. Et je pense que je vais l'avoir parce que j'ai des bons échanges ont commencé déjà et je tiens à remercier tous ceux que j'ai rencontrés, d'accord, qui ont eu des discussions sincères, franches, avec eux. Tout à fait, avec différents interlocuteurs. Au cul de lendemain meilleur. C'est ça, c'est pour cela que je reste positif sur ça. Donc je pense qu'on va bénéficier de ce soutien institutionnel. Et après ça, ça va être, on espère pour les années à venir qu'on nous accompagne pour toucher encore davantage d'entreprises, pour les motiver, les encourager à y participer, parce que ça permettra vraiment, moi j'espère. C'est un grand événement, voilà, c'est un grand événement que vous préparez. Tout à fait. Et quelles sont les personnalités, les personnalités qualités attendues? Il faut des financiers, des économistes, des experts, des comptables. Parlez-nous-en. Oui, il y aura plusieurs qualités de personnes qui participeront à cet événement. Il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des représentants d'agents de développement, de banques de développement. Il y aura des responsables RSE de l'entreprise. Qui vont venir d'ailleurs, qui vont venir de quel pays, par exemple? On va avoir, sincèrement, pour cette première édition, on va avoir beaucoup plus de participants nationaux. Par contre, pour animer nos tables rondes, on va bouger un certain nombre d'experts internationaux qui viendront de la France, qui viendront de la sous-région, parce qu'on a des experts RSE également dans la sous-région, qui viendront du Maghreb pour pouvoir partager avec nous le regard et célébrer la RSE au Bénin. Pour en faire le lieu, il faut être
en matière de RSE le jour J. Oui, nous en parlons que comprendre des responsabilités sociétales des entreprises en lien avec les tests de loi en faveur des personnes handicapées au Bénin. Avant que vous n'entriez dans ce studio, Thomas Praset-Boya, vous avez la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017. Pourtant, nous sommes dans le mois de septembre, donc cette loi, nous pouvons le dire, célèbre son anniversaire le 29 prochain, 2017, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Lorsqu'on parle des personnes handicapées en République du Bénin, la RSE, qu'est-ce que cela signifie pour ces personnes handicapées? Il y a un fort lien entre la RSE et le handicap en entreprise. Il y a un très fort lien. D'ailleurs, la charte nationale RSE, moi j'ai contribué parmi d'autres à l'élaboration de cette charte-là, notamment sur les aspects handicap en entreprise. Vous savez, quand on prend la RSE, traditionnellement, on peut distinguer 3 piliers de la RSE. Et d'abord, le thème qu'on utilise le plus souvent d'abord, c'est le développement durable. Le développement durable, et au niveau de développement durable, on le voit de manière globale. Mais quand on revient au niveau des entreprises, on parle plutôt de responsabilité sociétale des entreprises comme étant un peu la mise en application des principes du développement durable. Et là, on a 3 piliers classiques, d'accord, traditionnels. Le premier pilier, c'est l'économique. Comment on génère de l'argent, comment on vend, on crée de la richesse. Il y a le pilier social, comment est-ce qu'on fait attention à l'humain. Et le pilier environnemental, comment est-ce qu'on préserve l'environnement. Si je reviens sur le pilier social, parmi les sujets qu'on aborde dans le pilier social, il y a la thématique de l'inclusion, de la diversité. Et donc, quand on parle d'inclusion, on veut déjà flécher vers les personnes en situation de handicap. Et moi, aujourd'hui, pour faire le lien avec les entreprises, parce que vous avez évoqué la loi de 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Certes, je ne suis pas venu ce soir, je suis très engagé en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, vous êtes fondateur de l'association Société Inclusive. Tout à fait. Donc, vous n'excluez personne. Tout à fait. Quelle qu'elle soit. Tout à fait. Donc, je suis assez engagé sur la thématique. Et moi, quand je vais vers les entreprises, vers les chefs des entreprises, pour les convaincre d'ouvrir davantage le porte aux talents en situation de handicap, c'est via la RSE. En leur faisant comprendre que c'est votre responsabilité. La société est faite d'un monde, d'une multitude de composantes. Parmi ces composantes, il y a les personnes en situation de handicap qui ont également du talent. Ils ont quelque chose à apporter. Et j'aime rappeler ce chiffre, d'après l'OMS, c'est 16% de la population mondiale qui serait en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 16%? 1,3 million de personnes. Est-ce qu'on les jette à la poubelle? Non, ils ont du talent. Moi, il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec un chef d'entreprise qui me félicitait pour mon parcours. Et je lui ai demandé avec beaucoup de respect, est-ce que si j'étais au Bénin, vous m'auriez recruté dans votre entreprise et me confié une fonction de cadre? Il est resté silencieux pendant un moment. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un travail de sensibilisation à faire auprès des RH, des dirigeants, pour leur faire comprendre que le handicap n'empêche pas d'être meilleur, n'empêche pas de donner le meilleur de soi-même. D'accord, il faut juste un cadre qui favorise l'épanouissement, l'éclosion de chaque personne en situation de handicap afin qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Vous venez de l'extérieur, quelle est l'image que les personnes en situation de handicap ont? Quelle est l'image qu'elles sont? Est-ce que sont des gens exclus, c'est intégrés à la société? Est-ce qu'elles sont considérées? Vous venez d'ailleurs, à Beaumanti qui vient de loin, Lukman Lalian. Quelle est l'image que la société projette sur ces personnes-là hors du Bénin? Pour être honnête avec vous, on a 2 types d'images qu'on peut projeter. Il y a d'une part l'image positive et il y a d'autre part l'image négative. L'image négative d'abord, c'est dû aussi aux stéréotypes qu'on a sur les personnes en situation de handicap. D'accord? Et l'image positive, tout simplement, dans certains pays dans le monde, on se dit, ils sont membres de la société. C'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de tout faire pour adapter la société pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver pleinement leur place dans la société. Surtout que tout le monde est handicapé sans le vouloir ou bien sans le savoir.
Et d'ailleurs, le handicap peut venir à tout moment. Et d'ailleurs, pour abonder dans le même sens que la fin de votre phrase, j'aime une citation que j'aime beaucoup utiliser quand je suis dans mes habits de personnes engagées en faveur de l'inclusion, c'est que nul n'est à l'abri du handicap. Tant qu'on n'est pas encore enterré 5 mètres sous terre, le handicap peut survenir à tout moment. Moi, j'ai fait mon entrée dans le club très célèbre des personnes handicapées à l'âge de 3 ans. J'ai eu la chance d'avoir une mère très présente qui m'a soutenu, qui m'a accompagné. Au sein de ma famille, je ne sentais pas une mise en écart, je ne sentais pas un regard négatif. Par contre, je connais d'autres personnes qu'on cachait dans l'arrière-cour. Vous voyez, donc il y a aussi ce travail de cocon familial, parce que c'est important aussi que les parents qui ont des enfants différents, qui sont en situation de handicap, qu'on puisse les accompagner, qui comprennent que le handicap, c'est pas la fatalité. Quand je reviens de temps en temps et que j'ai l'occasion de rencontrer d'anciennes personnes qui m'ont vu grandir, ils sont parfois étonnés parce que peut-être dans leur subconscient, ils s'imaginaient que ce jeune handicapé, d'un anathème, d'une malédiction, ne pourrait jamais arriver. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a un travail vraiment de sensibilisation, même à grande échelle, qu'on peut faire des panneaux de temps en temps, des sensibilisations. Et je sais que KPFM fait beaucoup pour ça, parce que c'est pas pour la première fois que je viens dans ce studio sur différentes émissions pour parler de ce thème-là. Et on a besoin que de plus en plus de médias prennent aussi leurs responsabilités, parce que les RSE, c'est aussi ça. Qui prennent leurs responsabilités sociétales pour pouvoir accompagner les structures qui œuvrent en faveur de l'inclusion. C'est pas vous seuls qui allez citer seulement ceux-là qui ont parlé des personnes handicapées, qui ont eu des idées, des initiatives nobles comme la vôtre là, en faveur des personnes en situation de handicap. Je veux citer personne âme, Zoulé Sangaré. Vous savez que elle a un handicap moteur, mais dit que le handicap n'est pas une fatalité. Mais il faut que les personnes en situation de handicap, prennent conscience de leur handicap, la volonté de s'en sortir. Il y a un artiste de la musique traditionnelle, Père Sonam, elle est super, qui est un handicapé visuel, mais qui chante très bien, qui est célèbre, qui disait, mais si je me contentais de mon handicap et je ne développais pas les autres talents, les autres capacités que j'avais, qui sont malades en moi, je ne peux pas évoluer comme ceux-là qui voient. Et ceux-là pour qui je chante aujourd'hui, je leur confère du plaisir. Alors, nous sommes certainement au thème de cette émission, Lukman Laniyan. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de la société, faut que je rappelle, le président fondateur de la société inclusive. Vous n'excluez personne, vous acceptez tout le monde. C'est une vision, c'est une perspective divine, c'est un idéal prométhéen que je salue, Lukman Laniyan. Quel message adressez-vous aujourd'hui aux entreprises béninoises qui hésitent encore à participer, bien aux citoyens qui nous écoutent? Pourquoi doivent-ils s'intéresser à la RSE, j'y arrive, responsabilité sociétale de l'entreprise? Déjà, si vous le permettez, je vais partager 2 messages. Allez-y. Le premier message pour les RSE et les entreprises, et le deuxième message pour les jeunes en situation de handicap. Le message pour les RSE, je veux pouvoir dire au top management des entreprises que la RSE ne se décrète pas. Le top management, c'est le hit parade, c'est ça? Non, le top management, c'est les cadres dirigeants, ceux qui prennent la décision, les Très décideurs. Bien, les décideurs. Voilà. Donc, je voudrais pouvoir leur dire que la RSE ne se décrète pas, ça se construit. Et les ressources financières qu'on alloue à la RSE ne sont pas une dépense, mais un investissement qui permettra à leur entreprise d'être plus compétitive et plus attractive. Voilà. Ça, c'est le message pour les entreprises. Et pour les personnes en situation de handicap, moi je suis entièrement d'accord avec vous, ce que vous avez dit tout à l'heure, sur l'importance pour la personne en situation de handicap de prendre conscience de sa situation, de travailler à l'améliorer. Moi je dis, ça n'a pas été aussi facile pour moi, mais à un moment donné, j'ai accepté mon handicap. Et quand on accepte, d'accord, on travaille dessus. Et comment vous avez pu accepter votre handicap?
C'est difficile, hein? Oui, c'est assez. Est-ce que la honte ne nous a pas envahi? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être vu comme personne en situation de handicap? Il y a tout ça, hein? Si vous le permettez, je peux vous dire, moi pendant longtemps, parfois je portais des gros boubous. Parce que dans ma tête, en portant subconscient, en portant un gros boubou, les gens ne verront pas comment je marche, que je dandine, que j'ai un handicap. Mais après, j'ai travaillé à l'accepter en me disant, voilà, la situation elle est comme ça, elle ne va pas changer. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour avancer? Et c'est en cela, quand on accepte, qu'on finit par accepter son handicap, qu'on a le choix et que chacun fait ce choix-là. Soit de transformer son handicap en une force pour avancer et en faire un moteur, ou en une faiblesse et continuer à s'apitoyer sur son choix. C'est ça qui fait la faiblesse, comment dirige le mauvais destin des personnes en situation de handicap aujourd'hui au Bénin. Les gens n'acceptent pas leur situation de handicap. Il faut qu'on accepte et il faut qu'on assume. Tout à fait. Mais c'est difficile. Effectivement, mais c'est un travail. Est-ce que la société n'a pas un rôle à jouer? Votre entourage immédiat, je rends hommage à votre maman, d'ailleurs, qui vous a aidé. Je peux la connaître de nom sans l'avoir vue physiquement? Bien sûr, elle s'appelle Amancha Yayabou. Elle est de Porto-Novo. Elle est de Porto-Novo. Oui. C'est là qui a assumé, qui ne vous a pas pris comme, je ne sais pas, un génie, un gain, mais qui vous a pris comme un enfant d'abord. Et la loi l'a dit, comme un enfant d'abord. Et vous a aidé à émerger, à évoluer. Il faut que vous évoluiez. Vous avez encore des messages aux citoyens béninois, surtout les jeunes aujourd'hui qui sont en situation de handicap, mais qui se livrent à la mendicité. Ça n'est pas normal. Et il faut que la société également joue son rôle. Les institutions au sommet jouent leur rôle. Vous n'avez pas un plaidoyer à le faire? Le plaidoyer, il y a déjà... L'Assemblée nationale qui a voté une loi, l'État béninois qui a voté, que je remercie le président Patrice Talon pour avoir pris cette loi qu'il a décrétée, et d'ailleurs, maintenant on attend son application. Et d'ailleurs, il est déjà en train d'être appliqué, à César ce qui est à César. Et c'est le moment vraiment de féliciter aussi la ministre de tutelle, la ministre Tony Fodé, qui fait vraiment un travail extraordinaire en la matière, mais comme toute œuvre humaine, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc c'est de pouvoir les encourager à davantage avancer sur la sensibilisation, mais aussi sur la formation des personnes en situation de handicap. Mais pas que, mais aussi au niveau des CPS, de ceux qui accueillent ce groupe, il faut qu'ils soient formés. Parce que pour pouvoir accueillir les personnes handicapées, il y a aussi, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des formations spécifiques, donc les encourager à davantage aussi flécher ce volet-là. Une dernière question, vous allez partir avec ça dans vos poches, parce que je vous rappelle que vous êtes une très belle personne. Merci. Vous avez la beauté, vous êtes attirante, aguichante, pourquoi pas. Merci. Veste couleur grise, cravate, tout va bien avec bonnes chaussures. Si vous voyez Dieu tout de suite, qu'est-ce que vous allez demander? Si vous voyez Dieu devant vous, ici tout de suite, présent devant vous, qu'est-ce que vous allez demander? De m'accorder la quiétude. Pourquoi? Parce que pour moi, la quiétude, c'est la conséquence de beaucoup de belles choses. Donc quelqu'un qui a la quiétude, la paix du cœur, il a la santé, il a la richesse, il a plein de choses. Donc je demanderai la quiétude. Vos désirs sont comblés? Avec la quiétude. Vous avez une famille? Oui, j'ai une famille. Des enfants. Oui, j'ai une petite famille, j'ai une fille. Très bien. Merci. Que comprendre des responsabilités sociétales des entreprises en lien avec les textes de loi en faveur des personnes handicapées au Bénin? C'était là la thématique développée au cours de le grand débat 331e numéro de ce jeudi 18 septembre 2025. Je recevais Lukman Lanian, expert RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, sociétale de l'entreprise, et enseignant, président fondateur de l'association Société Inclusive. Vous qui nous avez suivis, merci à vous. Prenez du plaisir à suivre celui qui me remplacera, parce que je dois aller en hibernation à partir du mois prochain. Je pars pour les congés. Je vais revenir en novembre en pleine forme. Inch'Allah. Partir, c'est mourir un peu. C'est aussi se reposer, il faut que je me repose. Philibert Abibou, Samson Adiagba, Jacques Akani. Je salue au passage Naïmansou, Flore, Naïmansou, Digui Egbe. Non, je ne peux plus Digui Egbe. Bon, enfin, c'est ça un peu au départ. Merci de nous avoir suivis, Lukman Lania. Merci d'être venu. Malgré le bouchon que vous avez traversé, vous êtes venu. Mais j'ai essayé
combler l'attente des auditeurs avant que vous le veniez. Merci beaucoup, M. Ayubo. Ce fut un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Merci, maman, vous êtes bon. Vous êtes très bon, vous avez du génie, vous avez du talent. Merci.